Les souffrances du jeune Werther. Die Leiden des jungen Werthers. Leipzig, 1774. 30 juillet. Albert est arrivé, et moi, je vais partir. Fût-il le meilleur, le plus généreux des hommes, et lors même que je serais disposé à reconnaître sa supériorité sur moi à tous égards, il me serait insupportable de le voir posséder sous mes yeux tant de perfection. Posséder. Il suffit, mon ami, son fiancé est arrivé. C'est un homme honnête et bon, qui mérite qu'on aime. Heureusement, je n'étais pas présent à sa réception. J'aurais eu le cœur trop déchiré. Il est si bon qu'il n'a pas encore embrassé une seule fois Charlotte en ma présence. Que Dieu l'en récompense. Rien que le respect qu'il témoigne à cette jeune femme me force à l'aimer. Il semble me voir avec plaisir, et je soupçonne que c'est l'ouvrage de Charlotte plutôt que l'effet de son propre mouvement. Car là-dessus les femmes sont très adroites, et elles ont raison. Quand elles peuvent entretenir 2 adorateurs en bonne intelligence, quelque rare que cela soit, c'est tout profit pour elles. Du reste, je ne puis refuser mon estime à Albert. Son calme parfait contraste avec ce caractère ardent et inquiet que je ne puis cacher. Il est homme de sentiment et apprécie ce qu'il possède en Charlotte. Il paraît peu sujet à la mauvaise humeur, et tu sais que de tous les défauts des hommes, c'est celui que je hais le plus. Il me considère comme un homme qui a quelques mérites. Mon attachement pour Charlotte, le vif intérêt que je prends à tout ce qui la touche, augmente son triomphe, et il l'en aime d'autant plus. Je n'examine pas si quelquefois il ne la tourmente point par quelque léger accès de jalousie. À sa place, j'aurais au moins de la peine à me défendre entièrement de ce démon. Quoi qu'il en soit, le bonheur que je goûtais près de Charlotte a disparu. Faut-il nommer la chose folie, aveuglement? Qu'importe le nom, la chose parle assez d'elle-même. Avant l'arrivée d'Albert, je savais tout ce que je sais maintenant. Je savais que je n'avais point de prétention à former sur elle, et je n'en formais aucune. J'entends autant qu'il est possible de ne rien désirer à la vue de tant de charme. Et aujourd'hui l'imbécile s'étonne et ouvre de grands yeux parce que l'autre arrive en effet et lui enlève la belle. Je grince des dents et je ris de mon malheur, et ris 2 ou 3 fois davantage de ceux qui osent dire qu'il faut que je me résigne, puisque la chose ne peut être autrement. Délivrez-moi de ces automates. Je cours les forêts, et lorsque je reviens près de Charlotte, que je trouve Albert auprès d'elle dans le petit jardin sous le berceau, et que je me sens forcé de ne pas aller plus loin, je deviens fou allié, et je fais 1000 extravagances. Pour l'amour de Dieu, me disait Charlotte aujourd'hui, je vous en prie, plus de scènes comme celle d'hier soir, vous êtes effrayant quand vous êtes si gai. Entre nous, j'épie le moment où les affaires appellent Albert au dehors. Aussitôt, je suis près d'elle, et je suis toujours content quand je la trouve seule. 8 août. De grâce, mon cher Wilhelm, ne crois pas que je pensais à toi quand je traitais d'insupportables les hommes qui exigent de nous de la résignation dans les maux inévitables.
Je n'imaginais pas en vérité que tu pusses être de cette opinion. Et pourtant, au fond, tu as raison. Seulement une observation, mon cher. Dans ce monde, il est très rare que tout aille par oui ou par non. Il y a dans les sentiments et la manière d'agir autant de nuances qu'il y a de degrés depuis le nez Aquilin jusqu'au nez Camus. Tu ne trouveras donc pas mauvais que tout en reconnaissant la justesse de ton argument, j'échappe pourtant à ton alternative. Ou tu as quelque espoir de réussir auprès de Charlotte, dis-tu, ou tu n'en as point. Bien. Dans le premier cas, cherche à réaliser cet espoir et à obtenir l'accomplissement de tes vœux. Dans le second, ranime ton courage et délivre-toi d'une malheureuse passion qui finira par consumer tes forces. Mon ami, cela est bien dit, et vite dit. Et ce malheureux dont la vie s'éteint, miné par une lente et incurable maladie, peux-tu exiger de lui qu'il mette fin à ses tourments par un coup de poignard ? Et le mal qui dévore ses forces, ne lui ôte-t-il pas en même temps le courage de s'en délivrer ? Tu pourrais, à la vérité, m'opposer une comparaison du même genre. Qui n'aimerait mieux se faire amputer un bras que de risquer sa vie par peur et par hésitation ? Je n'en sais rien. Mais ne nous jetons pas de comparaison à la tête. En voilà bien assez. Oui, mon ami, il me prend quelquefois un accès de courage exalté, sauvage. Et alors, si seulement je savais où aller, je partirais sans doute. Le soir. Mon journal, que je négligeais depuis quelque temps, m'est tombé aujourd'hui sous la main. J'ai été étonné de remarquer à quel point c'est sciemment que je me suis toujours davantage avancé dans cette affaire. Comment j'ai toujours clairement vu ma situation, n'en ai pas moins agi en enfant. Je vois tout aussi clair aujourd'hui, et il n'y a toujours pas apparence que cela s'améliore. 10 août. Je pourrais mener la vie la plus douce, la plus heureuse si je n'étais pas un fou. Des circonstances aussi favorables que celles où je me trouve se réunissent rarement pour rendre un homme heureux. Tant il est vrai que c'est notre cœur seul qui fait son malheur ou sa félicité. Être membre de la famille la plus aimable, me voir aimer du père comme un fils, des jeunes enfants comme un père, et de Charlotte, et cet excellent Albert, qui ne trouble mon bonheur par aucune marque d'humeur, qui m'accueille si cordialement, pour qui je suis, après Charlotte, ce qu'il aime le mieux au monde. Mon ami, c'est un plaisir de nous entendre lorsque nous nous promenons ensemble et que nous nous entretenons de Charlotte. On n'a jamais rien imaginé de plus ridicule que notre situation, et cependant, dans ces moments, plus d'une fois les larmes me viennent aux yeux. Quand il me parle de la digne mère de Charlotte, quand il me raconte comment, en mourant, elle remit à sa fille son ménage et ses enfants, et lui recommanda sa fille à lui-même, comment dès lors un nouvel esprit anima Charlotte, comment elle est devenue, par l'attention qu'elle porte aux choses domestiques, par son caractère posé, une véritable mère, comment aucun instant ne se passe pour elle sans amour dévoué et sans travail, et comment sa vivacité, sa gaieté ne l'ont pourtant jamais quittée. Moi, je marche nonchalamment à côté de lui et je cueille des fleurs sur le chemin. Je les réunis soigneusement dans un bouquet et je les jette dans le torrent. Et je les suis de l'œil pour les voir partir petit à petit. Je ne sais si je t'ai écrit qu'Albert restera ici et qu'il va obtenir de la cour, où il est très bien vu, un emploi dont le revenu est fort honnête. Pour l'ordre et l'aptitude aux affaires, j'ai rencontré peu de personnes qui ont pu lui comparer. 12 août. En vérité, Albert est le meilleur homme qui soit sous le ciel. J'ai eu hier avec lui une singulière scène.
J'étais allé le voir pour prendre congé de lui, car il m'avait pris fantaisie de faire un tour à cheval dans les montagnes, et c'est même de là que je t'écris en ce moment. En allant et venant dans sa chambre, j'aperçus ses pistolets. « Prête-moi tes pistolets pour mon voyage, » lui dis-je. « Je ne demande pas mieux, » répondit-il. « Mais tu prendras la peine de les charger, ils ne sont là que pour la forme. » J'en détachai un et il continua. « Depuis que ma prévoyance m'a joué un si mauvais tour, je ne veux plus rien avoir à faire avec ce genre d'objet. » Je fus curieux de savoir ce qui lui était arrivé. « J'étais allé, reprit-il, passer 3 mois à la campagne, chez un de mes amis. J'avais une paire de pistolets non chargés, et je dormais tranquille. Un après-midi que le temps était pluvieux et que je n'étais à rien faire, je ne sais comment il me vint dans l'idée que nous pourrions être attaqués, que je pourrais avoir besoin de mes pistolets, et que tu sais ce que c'est. Je les donnai au domestique pour les nettoyer et les charger. Il se mit à badiner avec la servante en cherchant à lui faire peur, et Dieu sait comment le pistolet part. La baguette étant encore dans le canon, la baguette va frapper la servante à la main droite et lui fracasse le pouce. J'eus à supporter les cris, les lamentations, et il me fallut encore payer le traitement. Aussi depuis cette époque, mes armes ne sont-elles jamais chargées. Qu'est-ce que la prudence, mon cher ? On ne voit jamais le danger. Cependant, tu sais que j'aime beaucoup Albert, mais je n'aime pas ces « cependant ». Car n'est-il pas évident que toute règle générale a des exceptions ? Mais telle est la scrupuleuse équité de cet excellent homme. Quand il croit avoir avancé quelque chose de précipité, de trop général ou de douteux, il ne cesse de nuancer, de modifier, d'ajouter ou de retrancher, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de sa proposition. À cette occasion, il se perdit dans son texte. Bientôt, je n'entendis plus un mot de ce qu'il disait. Je tombais dans des rêveries. Puis tout à coup, je m'appliquai brusquement la bouche du pistolet sur le front, au-dessus de l'œil droit. « Hé !» dit Albert, en me reprenant l'arme. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?»« Il n'est pas chargé, » lui répondis-je. « Même dans ce cas, qu'est-ce que tu cherches ?» répliqua-t-il avec impatience. « Je ne puis concevoir comment un homme peut être assez fou pour se brûler la cervelle. L'idée seule me fait horreur. »« Vous autres hommes, » m'écriai-je, « vous ne pouvez parler de rien sans dire tout d'abord « cela est fou, cela est sage, cela est bon, cela est mauvais ». Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Avez-vous approfondi les véritables motifs d'une action ? Avez-vous démêlé les raisons qui l'ont produite, qui devaient la produire ? Si vous aviez fait cela, vous ne seriez pas si prompte dans vos jugements. « Tu conviendras, » dit Albert, « que certaines actions sont et restent criminelles, quels qu'en soient les motifs. » Je haussai les épaules et je lui accordai ce point. « Cependant, mon cher, » continuai-je, « il se trouve encore ici quelque exception. Sans aucun doute, le vol est un crime. Mais l'homme qui, pour s'empêcher de mourir de faim, lui et sa famille, se laisse entraîner au vol, mérite-t-il la pitié ou le châtiment ? Qui jettera la première pierre à l'époux qui, dans sa juste fureur, immole une femme infidèle et son vil séducteur ? À cette jeune fille qui, dans un moment de délire, s'abandonne au charme entraînant de l'amour ? Nos lois même, ces froides pédantes, se laissent toucher et retiennent leur coup. Ceci est autre chose, reprit Albert, car un homme emporté par une passion trop forte perd la faculté de réfléchir et doit être regardé comme un homme ivre ou comme un insensé. Voilà bien, mes gens raisonnables, m'écriai-je en souriant. Passion, ivresse, folie, hommes moraux, vous êtes d'une impassibilité merveilleuse. Vous injuriez l'ivrogne, vous vous détournez de l'insensé, vous passez sans vous arrêter comme le prêtre et remerciez Dieu comme le pharisien de ce qu'il ne vous a pas fait semblable à l'un d'eux. J'ai été plus d'une fois pris de vin, et souvent mes passions ont approché de la démence, et je ne me repens ni de l'un ni de l'autre, car j'ai appris que tous les hommes extraordinaires qui ont fait quelque chose de grand, quelque chose qui semblait impossible, ont de tout temps été qualifiés d'ivres et d'insensés. Et dans la vie ordinaire même, n'est-il pas insupportable d'entendre dire,
quand un homme fait une action tant soit peu honnête, noble et inattendue, « Cet homme est ivre, celui-là est fou !» Honte à vous, les hommes sobres. Et vous, hommes pleins de sagesse, honte à vous. Voilà encore de tes extravagances, dit Albert. Tu exagères tout. Et à coup sûr, tu as ici au moins le tort d'assimiler le suicide, dont il est question maintenant, aux actions qui demandent de l'énergie, tandis qu'on ne peut le regarder que comme une faiblesse, car évidemment il est plus facile de mourir que de supporter avec constance une vie pleine de tourments. Peu s'en fallut que je ne rompisse l'entretien, car rien ne me met hors des gonds comme de voir quelqu'un venir avec un lieu commun insignifiant lorsque je parle de cœur. Je me retins cependant. J'avais déjà si souvent entendu ce lieu commun, et je m'en étais indigné tant de fois. Je lui répliquai avec un peu de vivacité. « Tu appelles ça faiblesse ? Je t'en prie, ne te laisse pas séduire par l'apparence. Un peuple gémit sous le joug insupportable d'un tyran. Peux-tu l'appeler faible lorsqu'enfin il se lève et brise ses chaînes ? Cet homme qui voit les flammes menacer sa maison, et dont la frayeur tend tous les muscles, qui enlève aisément des fardeaux que de sang-froid il aurait à peine remués. Cet autre qui, furieux d'un outrage, attaque 6 hommes et les terrasse, faut-il les appeler faibles ? Eh, mon ami, si des efforts sont de la force, comment des efforts extrêmes seraient-ils le contraire ? Albert me regarda et dit « Je te demande pardon, mais les exemples que tu viens de citer ne me semblent point applicables ici. »« C'est possible, repartis-je. On m'a déjà souvent reproché que mes raisonnements étaient pleins d'incohérences. Voyons donc si nous ne pouvons pas nous représenter une autre manière de ce qui doit se passer dans l'âme d'un homme qui se détermine à rejeter le fardeau de la vie, ce fardeau si cher à d'autres. Car nous n'avons vraiment le droit de juger une chose qu'autant que nous la comprenons. La nature humaine a ses bornes, continuai-je. Elle peut jusqu'à un certain point supporter la joie, la peine, la douleur. Ce point passé, elle succombe. La question n'est donc pas de savoir si un homme est faible ou s'il est fort, mais s'il peut soutenir le poids de ses souffrances, qu'elles soient morales ou physiques. Et je trouve aussi étonnant que l'on nomme lâche le malheureux qui se prive de la vie, que si l'on donnait ce nom au malade qui succombe à une fièvre maligne. « Discours paradoxal, très paradoxal !» s'écria Albert. « Il est moins que tu ne penses, » répondis-je. « Tu conviendras que nous qualifions de maladie mortelle celle qui attaque le corps avec tant de violence que les forces de la nature sont en partie détruites, en partie affaiblies, en sorte qu'aucune crise salutaire ne peut rétablir le cours ordinaire de la vie. Eh bien, mon ami, appliquons ceci à l'esprit. Regarde l'homme dans sa faiblesse. Observe comme des impressions agissent sur lui, comme des idées se fixent en lui, jusqu'à ce qu'enfin la passion toujours croissante le prive de toute force de volonté et le perde. Et vainement, un homme raisonnable de sang-froid, qui contemplera l'état de ce malheureux, lui donnera-t-il de beaux conseils ? Il ne lui sera pas plus utile que l'homme sain ne l'est au malade, à qui il ne saurait communiquer la moindre partie de ses forces. J'avais trop généralisé mes idées pour Albert. Je lui rappelai une jeune fille que l'on avait trouvée morte dans l'eau il y a quelque temps, et je lui répétai son histoire. C'était une bonne créature, tout entière à ses occupations domestiques, travaillant toute la semaine, et n'ayant d'autre plaisir que de se parer le dimanche de quelque modeste atour, acheté à grande peine, d'aller avec ses compagnons se promener aux environs de la ville, ou de danser quelquefois aux grandes fêtes, et qui quelquefois aussi passait une heure de loisir à bavarder avec une voisine sur les raisons de telle ou telle dispute, de tel ou tel commérage. Enfin, la nature lui fait sentir d'autres besoins, qui s'accroissent encore par les flatteries des hommes. Ses premiers plaisirs lui deviennent peu à peu insipides, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme vers lequel un sentiment inconnu l'entraîne irrésistiblement, sur lequel elle fonde toutes ses espérances, et oubliant le monde alentour, elle ne voit, n'entend, ne perçoit plus rien que lui, ne désire plus rien que lui seul. Comme elle n'est pas corrompue par les frivoles jouissances de la vanité et de la coquetterie, ses désirs vont droit au but. Elle veut lui appartenir.
Elle veut devoir à un lien éternel le bonheur qu'elle cherche et tous les plaisirs après lesquels elle aspire. Des promesses réitérées qui mettent le sceau à toutes ses espérances, de téméraires caresses qui augmentent ses désirs, s'emparent de toute son âme. À demi consciente, elle nage dans un avant-goût de tous les plaisirs. Elle est tendue à l'extrême. Elle ouvre enfin ses bras pour embrasser tous ses désirs, et son amant l'abandonne. Stupéfaite, glacée, elle se trouve devant un abîme. Tout est obscurité autour d'elle. Nulle perspective, nulle consolation, nul espoir, car il l'a abandonnée, celui en qui seule elle se sentait vivre. Elle ne voit point le vaste univers qui est devant elle, ni le nombre de ceux qui pourraient remplacer la perte qu'elle a faite. Et, aveuglée, accablée de l'excessive peine de son cœur, elle se précipite pour étouffer tous ses tourments dans une mort qui tout embrasse et tout termine. Voilà l'histoire de bien des hommes. Dis-moi, Albert, n'est-ce pas la même marche que celle de la maladie ? La nature ne trouve aucune issue pour sortir du labyrinthe des forces déréglées et contradictoires, et l'homme doit mourir. Malheur à celui qui oserait dire « L'insensée, si elle eût attendu, si elle eût laissé agir le temps, son désespoir se serait calmé. Elle aurait trouvé bientôt un consolateur. » C'est comme si on disait « L'insensé qui meurt de la fièvre. S'il avait attendu que ses forces fussent revenues, que ses humeurs fussent purifiées, l'agitation de son sang apaisée, tout se serait rétabli, et il vivrait encore aujourd'hui. » Albert, qui ne trouvait point encore cette comparaison frappante, me fit des objections. Entre autres celle-ci, je venais de citer une jeune fille simple et bornée. Mais il ne pouvait concevoir comment on excuserait un homme d'esprit dont les facultés sont plus étendues et qui saisit mieux tous les rapports. « Mon ami !» m'écriai-je. « L'homme est toujours l'homme. La petite dose d'esprit que l'un a de plus que l'autre fait bien peu de différence quand les passions bouillonnent et que les bornes prescrites à l'humanité se font sentir. Et en vérité, mais nous en parlerons un autre jour, lui dis-je en prenant mon chapeau. Oh, mon cœur était si plein. Nous nous séparâmes sans nous être entendus. Il est si rare dans ce monde que l'on s'entende. 15 août. Il est pourtant vrai que rien dans le monde ne nous rend nécessaires aux autres comme l'amour que nous avons pour eux. Je sens que Charlotte serait fâchée de me perdre, et les enfants n'ont d'autre idée que celle de me voir toujours revenir le lendemain. J'étais allé aujourd'hui accorder le clavecin de Charlotte. Je n'ai jamais pu y parvenir car tous ces espiègles me tourmentaient pour avoir un compte. Et Charlotte elle-même décida qu'il fallait les satisfaire. Je leur distribuai leur goûter. Ils acceptent maintenant leur pain aussi volontiers de moi que de Charlotte. Je leur contai ensuite la merveilleuse histoire de la princesse servie par des mains enchantées. J'apprends beaucoup à cela, je t'assure, et je suis étonné de l'impression que ces récits produisent sur les enfants. S'il m'arrive d'inventer un détail et de l'oublier quand je répète le conte, ils s'écrient aussitôt « C'était différent la première fois !» Si bien que je m'exerce maintenant à leur réciter chaque histoire comme un chapelet, avec les mêmes inflexions de voix, les mêmes cadences, et sans rien y changer. J'ai vu par là qu'un auteur qui a une seconde édition fait des changements à un ouvrage d'imagination nuit nécessairement à son livre, l'eût-il rendu réellement meilleur. La première impression nous trouve docile, et l'homme est fait de telle sorte qu'on peut le convaincre des choses les plus extraordinaires. Alors, il en est bien imprégné. Malheur à qui voudrait les lui retirer et les effacer. 18 août. Pourquoi faut-il que ce qui fait la félicité de l'homme devienne aussi la source de son malheur ?
cette ardente sensibilité de mon cœur pour la nature et la vie, qui m'inondait de tant de volupté, qui du monde autour de moi faisait un paradis, me devient maintenant un insupportable bourreau, un mauvais génie qui me poursuit en tout lieu. Lorsqu'autrefois, du haut du rocher, je contemplais, par-delà le fleuve, la fertile vallée jusqu'à la chaîne de ses collines, que je voyais tout germer et sourdre autour de moi, que je regardais ces montagnes couvertes de grands arbres touffus depuis leurs pieds jusqu'à leur cime, ces vallées avec leurs méandres multiformes ombragés de petits bosquets riants, et comme la tranquille rivière coulait entre les roseaux murmurants, et réfléchissait le léger nuage que le doux vent du soir promenait sur le ciel en le balançant. Qu'alors j'entendais les oiseaux animer autour de moi la forêt, que je voyais des millions d'essaims de moucherons danser gaiement dans le dernier rayon rouge du soleil, dont le dernier regard mourant délivrait et faisait sortir de l'herbe le hanneton bourdonnant, que le bruissement et l'activité autour de moi rappelaient mon attention sur le sol, et lorsque la mousse qui arrache sa nourriture aux rochers impénétrables et les broussailles qui poussent sur l'aride versant sablonneux me dévoilaient la vie intérieure, ardente, sacrée de la nature. Comme j'embrasselais cela dans mon cœur, comme je me sentais pour ainsi dire divinisé par ce torrent qui me traversait, et les majestueuses formes du monde infini vivaient et se mouvaient dans mon âme. Je me voyais environné d'énormes montagnes. Des précipices étaient devant moi, et des rivières d'orage s'y plongeaient. Des fleuves coulaient sous mes pieds. La clameur de la forêt et de la montagne se levait, et je voyais, dans les profondeurs de la terre, agir et réagir toutes les forces insondables qui créent, et fourmilier sur terre et sous le ciel les innombrables races des êtres vivants. Tout est peuplé sous 1000 formes différentes. Et puis les hommes recroquevillés dans leurs petites maisons, agglutinés les uns aux autres, et qui, pensent-ils, gouvernent le vaste monde. Pauvre insensé qui méprise toute chose parce que tu es si petit. Depuis les montagnes inaccessibles du désert, qu'aucun pied ne toucha, jusqu'au bout de l'océan inconnu souffle l'esprit de celui qui crée éternellement et qui se réjouit de toute poussière qui le sent et qui vit. Ah, pour lors, combien de fois j'ai désiré porter sur les ailes de la grue qui passait sur ma tête, voler au rivage de la mer immense, boire la vie à la coupe écumante de l'infini, et seulement un instant sentir dans l'espace étroit de ma poitrine une goutte des délices de l'être qui produit tout en lui-même et par lui-même. Frère, je n'ai plus que le souvenir de ces heures pour me soulager un peu. Même les efforts que je fais pour me rappeler et rendre ces inexprimables sentiments élèvent mon âme au-dessus d'elle-même et me font doublement sentir le tourment de la situation où je suis maintenant. Un rideau funeste s'est tiré devant moi, et le spectacle de la vie infinie s'est métamorphosé pour moi en un tombeau éternellement ouvert. Peut-on dire cela est quand tout passe, quand tout avec la vitesse d'un éclair roule et passe, quand chaque être conserve si peu de temps la quantité d'existence qu'il a en lui et est entraîné dans le torrent, submergé, écrasé sur les rochers. Il n'y a point d'instant qui ne te dévore, toi et les tiens, point d'instant que tu ne sois, que tu ne doives être un destructeur. La plus innocente promenade coûte la vie à 1000 pauvres insectes. Un seul de tes pas détruit le pénible ouvrage des fourmis et foule un petit monde dans le tombeau. Ah, ce ne sont pas vos grandes et rares catastrophes, ces inondations, ces tremblements de terre qui engloutissent vos villes, qui me touchent. Ce qui me mine le cœur, c'est cette force dévorante qui est cachée dans toute la nature, qui ne produit rien qui ne détruise ceux qui l'environnent,
et ne se détruise soi-même. C'est ainsi que j'erre, plein d'angoisse. Ciel, terre, forces actives qui m'environnent, je ne vois rien dans tout cela qu'un monstre affairé à tout dévorer dans d'éternelles ruminations. « 21 août. Vainement, je tends mes bras vers elle, le matin, lorsque je m'éveille d'un pénible rêve. En vain la nuit, je la cherche à mes côtés lorsqu'un songe heureux et pur m'a trompé, que j'ai cru que j'étais auprès d'elle sur la prairie, et que je tenais sa main et la couvrais de 1000 baisers. Ah, lorsque, encore à demi dans l'ivresse du sommeil, je la cherche, et là-dessus me réveille, un torrent de larmes s'échappe de mon cœur, et je pleure, désolé du sombre avenir qui est devant moi.